Je suis né avant que vos jeux existent, avant que vos enfants n'aient des balançoires en bois, des jouets en plastique, des téléphones dans les poches et des rires enregistrés sur des vidéos. Je suis né quand les enfants jouaient avec des cailloux, des bouts de ficelle, des branches cassées et leur imagination. Et pourtant, malgré les siècles, j'ai vu une chose qui n'a jamais changé. Les enfants rient souvent pour ne pas pleurer. Cette histoire commence avec un morceau de corde. Un après-midi de juin 1981, un homme est venu jusqu'à moi, les bras chargés de planches, une vieille corde, des clous et un marteau. Il transpirait, il maugréait un peu, mais il avait ce sourire discret des pères qui veulent faire quelque chose de bien sans savoir comment le dire autrement. Il s'appelait Nicolas, et derrière lui, il y avait un petit garçon, 8 ans, des genoux toujours écorchés, des yeux clairs, et une énergie qui ressemblait à un feu qui ne s'éteint jamais. Le garçon s'appelait Hugo. Hugo sautait autour de son père, l'impatientant, lui tirant la manche. « Tu l'as fait là? Tu l'as fait maintenant? Elle sera haute. Je pourrais aller super vite. » Nicolas a levé les yeux vers mes branches, comme si je pouvais donner mon avis. Il a dit en souriant « Pas trop, je veux pas te ramasser en morceaux. » Hugo a éclaté de rire, ce rire qui traverse l'air comme une flèche. Alors Nicolas a commencé. Il a choisi une branche solide, celle qui avait déjà tenu sous les tempêtes. Il a passé la corde, il a fait 2 nœuds, il a installé une planche un peu rugueuse, poncée à la va-vite, et il a testé en tirant dessus. La balançoire a grincé. Un petit grincement de bois contre corde. À cet instant, sans le savoir, il venait d'accrocher un souvenir à mes branches. Hugo s'est assis dessus, serrant la corde de ses mains. Nicolas l'a poussé. Pas fort. Puis un peu plus. Hugo a crié « Encore! Plus fort! Plus fort !» Le vent a pris ses cheveux. Ses pieds ont frôlé l'air comme s'ils voulaient toucher le ciel. Et Nicolas riait, à sa façon. Pas un grand rire, un sourire, un souffle. Il a dit « T'as pas peur, toi ?» Hugo a répondu, du haut de sa balançoire « Non, jamais. » Mais je l'ai entendu, moi. Au moment exact où il a dit « jamais », sa voix a légèrement tremblé, comme une feuille avant qu'elle tombe. Nicolas ne l'a pas vu. Les pères voient souvent ce qu'ils veulent voir, la force, la joie, l'énergie. Ils n'entendent pas toujours la fragilité derrière. Les jours suivants, Hugo est revenu tous les après-midi. Il venait dès que l'école finissait, sac jeté dans l'entrée, goûter avalé trop vite. Il courait jusqu'à moi, grimpait sur la planche, se balançait jusqu'à ce que le monde devienne flou. Parfois, il parlait tout seul, entre 2 grincements. Parfois, il chantait, parfois, il riait très fort, toujours trop fort. Et pendant qu'il se balançait, sa mère l'appelait depuis la maison. « Hugo, viens faire tes devoirs !» La mère s'appelait Élise. Elle était jeune, encore, mais déjà fatiguée. Pas fatiguée de lui, fatiguée de tout. Le travail, la maison, les papiers, les courses, et cette sensation de courir sans cesse après une vie qui ne se laisse pas attraper. Nicolas travaillait beaucoup. Il rentrait tard. Il disait qu'il n'avait pas le choix. Élise disait souvent « On n'a jamais le choix », jusqu'au jour où on découvre qu'on en avait un. Mais elle ne le disait pas trop fort. Parce que Nicolas, quand on le poussait à parler, se fermait. Un soir d'été, alors que le soleil baissait et que les ombres s'allongeaient, Hugo est resté sur la balançoire plus longtemps que d'habitude. Il se balançait doucement, sans crier, sans chanter. Juste le grincement. Élise est venue jusqu'à moi, elle s'est approchée, a posé une main sur la corde. « Ça va, mon cœur ?» Hugo a serré ses doigts, a regardé ses pieds. Puis il a demandé « Maman, tu crois que papa, il m'aime ?» La question a traversé l'air comme une pierre. Élise a eu un mouvement de recul, comme si on lui avait donné un coup. « Bien sûr qu'il t'aime. Pourquoi tu demandes ça ?» Hugo a haussé les épaules. C'était un geste d'adulte, déjà. « Il me le dit jamais. » Élise a senti sa gorge se serrer. Elle a répondu doucement. « Ton père, il est comme ça. Il le montre autrement. Il travaille. Il fait ce qu'il peut. » Hugo a murmuré. « Moi aussi, je peux travailler, mais j'aimerais qu'il me le dise quand même. » Les enfants voient clair, terriblement clair. Ils ne demandent pas des choses compliquées. Ils demandent juste les mots. Élise a embrassé le front de son fils. « Je te le dis, moi. Je t'aime. Et ton père aussi. » Hugo n'a pas répondu. Il a juste recommencé à se balancer, plus vite. Et son rire est revenu. Encore plus fort qu'avant. Comme si ce rire pouvait étouffer la question. Les semaines ont passé. La balançoire grinçait tous les jours. J'ai vu Hugo grandir. 8 ans, 9 ans, 10 ans, toujours le même rire, toujours les mêmes genoux écorchés. Mais quelque chose changeait. Il devenait plus nerveux, plus agité. Il faisait des bêtises à l'école. Il se battait parfois. Il revenait avec des mots écrits sur son carnet. Trop turbulent, ne tient pas en place, parle en classe. Élise s'énervait, puis culpabilisait. Nicolas grondait.
Arrête tes conneries, t'es pas un bébé. Et Hugo, au lieu de pleurer, rigolait. Ce rire-là, je l'ai reconnu. Le rire de ceux qui ne savent pas comment demander de l'aide. Un jour, Hugo est venu sous mes branches avec un bleu sur le bras. Il s'est assis sur la balançoire, doucement. Il s'est balancé à peine. Il n'a pas ri. Il a murmuré « Si je disparaissais, il verrait peut-être que j'existe. » Les arbres n'ont pas de main, sinon j'aurais voulu le retenir. J'aurais voulu serrer l'air autour de lui pour l'empêcher de penser ça. Mais je suis un témoin, pas un sauveur. Je garde, je regarde, j'écoute. Et parfois je souffre en silence. À la maison, Élise était dépassée. Nicolas était fatigué. Et les adultes, quand ils sont dépassés et fatigués, font parfois la pire chose. Ils minimisent. C'est l'âge, ça va passer, il cherche l'attention, il fait son cinéma, comme si la douleur d'un enfant pouvait être un cinéma. Hugo, lui, continuait de se balancer. Et la balançoire grinçait. Toujours. Comme un petit avertissement constant. Les années ont continué. À 12 ans, Hugo a commencé à venir moins souvent. Il restait dans sa chambre. Il mettait de la musique. Il riait moins. Il répondait « ça va » à tout. Élise s'inquiétait, puis se rassurait en se disant « c'est l'adolescence ». Nicolas ne parlait pas. Il travaillait. Il rentrait. Il mangeait. Il dormait. Un soir, Élise a dit « Tu devrais lui parler ». Nicolas a répondu « Je lui parle ». Elle a insisté « Non, tu lui parles comme à un adulte. Il a besoin que tu sois son père. Il a besoin de t'entendre. » Nicolas a soupiré « Je suis là, non ?» Élise a eu les larmes aux yeux. Être là, c'est pas juste être dans la maison. Mais Nicolas ne comprenait pas. Ou peut-être qu'il comprenait trop bien, et que ça lui faisait peur. Car beaucoup d'hommes ont été élevés sans mots, et quand on leur demande d'en donner, ils se sentent nus. À 15 ans, Hugo est revenu un soir sous mes branches. Il faisait froid. La nuit tombait tôt. Il s'est assis sur la balançoire, et il a poussé doucement avec ses pieds. Le grincement a résonné dans le silence. Il a sorti un petit carnet. Il a écrit, longtemps. Puis il a arraché la page. Il a plié le papier. Il l'a glissé sous une pierre, au pied de mes racines. Puis il est parti. Je ne savais pas encore que ce papier allait devenir le centre d'une tempête. Le lendemain, la maison s'est réveillée dans un silence étrange. Élise a appelé Hugo. Pas de réponse. Elle a frappé à sa porte. Rien. Elle a ouvert. Le lit était défait. La fenêtre entr'ouverte. Élise a senti son sang se glacer. Elle a couru dehors, pieds nus. Elle a crié son nom. Et la seule réponse a été le vent. Le village s'est agité. On a cherché dans les champs, dans les bois, près de la rivière. Nicolas courait comme je ne l'avais jamais vu courir. Son visage n'avait plus rien de dur. Il avait ce regard des humains quand ils comprennent que la vie peut leur arracher tout en une seconde. Ils ont cherché toute la journée, puis toute la nuit. Et finalement, on l'a retrouvé, pas loin, dans un endroit que je ne veux pas décrire, parce que les détails n'aident pas. Ce qui compte, c'est le vide que ça laisse. Élise s'est effondrée. Nicolas a hurlé. Un hurlement brut. Un hurlement qu'il n'avait jamais laissé sortir avant. Et le lendemain, le village a parlé. Comme les villages parlent toujours. Certains disaient « on n'avait rien vu ». D'autres « il était pourtant joyeux ». D'autres « ça arrive ». Comme si « ça arrive » pouvait être une explication. La maison est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Pendant des semaines, personne n'a touché à la balançoire. Le vent la faisait bouger légèrement, et elle grinçait parfois, même sans enfant. Ce grincement-là, je l'ai entendu comme une plainte. Un matin, Nicolas est venu seul. Il s'est approché de la balançoire, il a posé sa main sur la corde, et il s'est mis à pleurer. Pas en silence, il pleurait comme un homme qui n'a jamais pleuré, comme un barrage qui cède. Il a murmuré « Pardon, pardon, pardon ». Puis il s'est assis au pied de mon tronc, et il est resté là pendant des heures. À la fin de la journée, il a vu la pierre. Il a vu le papier plié. Il l'a pris. Il a hésité. Puis il a ouvert. Ses mains tremblaient. C'était une lettre, écrite par Hugo. Une lettre simple, sans grands mots, mais terriblement claire. « Papa, maman, je sais que vous faites de votre mieux. Je sais que vous travaillez, que vous êtes fatigué, que vous avez des soucis. Mais moi aussi je suis fatigué. Je fais semblant d'être drôle parce que quand je suis drôle, vous me regardez. Quand je suis calme, vous m'oubliez. J'ai essayé d'être bon à l'école, mais j'ai l'impression de ne jamais être assez. Papa, j'aurais aimé que tu me prennes dans tes bras une fois. Juste une fois. J'aurais aimé que tu me dises que tu es fier de moi. Maman, je t'aime, mais j'ai l'impression de te rendre triste. Je ne veux plus être un problème. Je voulais juste que vous m'aimiez fort et que je le sente. Je suis désolé. » Nicolas a lu la lettre 3 fois.
Puis il l'a serré contre lui, comme s'il pouvait remonter le temps. Élise est arrivée derrière lui. Elle a vu la feuille. Elle a compris. Elle a poussé un cri qui n'était pas un mot. Ils se sont effondrés ensemble. Et pendant des jours, ils ont vécu dans ce si seulement. Si seulement j'avais vu. Si seulement j'avais écouté. Si seulement j'avais parlé. Les si seulement sont des fantômes. Ils hantent, ils épuisent. Ils ne réparent rien. Mais parfois, au milieu des si seulement, naît une décision. Une vraie. Une décision qui ne change pas le passé, mais qui peut sauver le futur. Des mois plus tard, Élise est revenue sous mes branches. Elle avait le visage creusé. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une volonté. Elle a réinstallé la balançoire, elle a resserré les nœuds, elle a poncé la planche, elle a accroché un petit ruban discret à la corde. Puis, elle a écrit une phrase sur un petit bout de papier qu'elle a plastifié. Elle l'a attaché au tronc de l'arbre voisin, pas sur moi, pour ne pas me blesser. Le papier disait « Si tu penses que personne ne te voit, viens t'asseoir ici. Parle à quelqu'un. Reste. » Ce n'était pas une morale, c'était un appel, un refuge. Nicolas, lui, a changé. Pas en une semaine, pas en un mois, mais il a changé. Il a commencé à parler aux autres enfants du village. Pas des grands discours, des phrases simples. « Je suis content de te voir. Tu peux me dire si ça va pas ? Je suis fier de toi. » Au début, ça sonnait étrange dans sa bouche, comme un outil qu'on ne sait pas utiliser. Mais il a appris, parce que l'amour, ce n'est pas seulement ressentir, c'est aussi dire. Et cette phrase, Nicolas l'a répétée un jour assis sous mes branches. J'ai compris trop tard que mon silence faisait du bruit. Le temps a continué. Le village a oublié, un peu comme les villages oublient pour survivre. Mais la balançoire est restée. Parfois, un enfant venait s'y asseoir. Parfois, un adolescent. Parfois, juste quelqu'un de triste. Et il y a eu des moments où, grâce à cette balançoire, grâce à ce grincement, quelqu'un a parlé au lieu de se taire. Je ne peux pas prouver ça. Je ne peux pas vous montrer des statistiques. Je suis un chêne, pas un homme. Mais je le sens, je le sais, parce que j'entends des conversations qui n'auraient jamais existé sans ce refuge. Et si cette histoire doit servir à quelque chose, c'est à ça. Ne confondez jamais le rire avec la paix. Ne confondez jamais le silence avec le « ça va ». Et surtout, ne repoussez pas à demain ces mots simples qui peuvent sauver une vie. Un « je t'aime », un « je suis fier de toi », un « je suis là », un « parle-moi ». Hier, j'ai gardé ce souvenir dans mes racines. Aujourd'hui, je te l'ai confié. Et demain, si tu reviens près de moi, je te raconterai encore une page de ma mémoire. Mais toi, surtout, n'attends pas trop longtemps pour dire ce qui compte.